Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est ok! Dans le cas du Maghreb, oui, c'est un alignement qui est dangereux. Ce rapprochement et ces traités, ces accords qui sont conclus maintenant entre le Maroc et Israël, c'est pas nouveau évidemment. On a des livres et aussi des révélations même du côté israélien qui ont indiqué que le flirt, l'histoire d'amour entre le régime marocain et le régime sioniste, c'est très vieux, puisque Hassan II a fait appel, a été aidé par les Israéliens pour kidnapper et assassiner l'opposant Ben Barka en 1965. Le fait est que cette recomposition a permis à Israël un repositionnement actuel, et ce repositionnement, ils le font à travers le Maroc. Et on sait comment Israël a géré les relations internationales, c'est beaucoup d'agressivité, c'est maintenir sa domination, c'est écraser, c'est y compris au niveau de ce que l'on peut appeler ses partenaires de l'espace occidental. Et donc ces déclarations hostiles, vous prenez l'espionnage de Pegasus avec une technologie israélienne. Les révélations se poursuivent dans l'affaire Pegasus. Les téléphones d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Édouard Philippe figurent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion Pegasus en 2019. Et ce, pour le compte des services de renseignement marocains. Quand on voit la liste, on va très vite s'apercevoir qu'il y a énormément de numéros français, plus de 1000, qui ont été ciblés par le Maroc. Des journalistes, des activistes, des avocats, mais pas seulement. On voit aussi 15 ministres et le chef d'État Emmanuel Macron. On sent très vite le potentiel explosif de cette révélation. Emmanuel Macron התקשר ביום חמישי לראש הממשלה נפתלי בנט ודרש לקבל ממנו הבהרות על פרשת NSO. זאת לאחר שעל פי החשד מרוקו השתמשה בתוכנת פגסוס הישראלית כדי לחדור לטלפון האישי שלו ושל בכירים נוספים בצרפת. Thank you. Vous prenez l'ensemble de ces éléments, font ils acceptent d'être une plateforme de déstabilisation vis-à-vis de l'Algérie. Ils jouent le jeu des recompositions parce qu'ils le font historiquement depuis très longtemps. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça n'a jamais donné de résultats efficaces. En 1963, l'Algérie est indépendante. Donc, il y a une espèce de continuité dans le cynisme. Et ce qui est extrêmement plus grave, ils introduisent une puissance qui vient avec une vision que l'on connaît en Afrique pour assurer une domination. Donc, Israël est là avec un repositionnement à travers le Maroc. Et puis pour maintenir en Afrique cette hiérarchisation. Alors ils viennent bousculer un ordre établi, puisqu'il y avait déjà d'autres puissances, notamment la France. Et donc c'est des actes extrêmement graves. La visite au Maroc du chef d'état-major de l'entité sioniste, Aviv Kohavi, accompagné du chef des renseignements militaires, Hamid Sahar, reçu par les hauts gradés du Marzen, n'augure rien de prometteur ni de bon pour les Marocains. Ce général est pour nous un criminel de guerre, car nous n'oublions jamais ses crimes contre le peuple palestinien, avec toute sa population et aussi ce qu'il a fait à Al-Quds, au sud du Liban et en Syrie. Donc c'est un criminel qu'on accueille malheureusement aujourd'hui. الإسرائيليين هذا تطبيع يقوم به الحكام فقط وليس الشعوب. الشعب المغربي غير راضي عن ما فعله الحاكم المغربي مع الإسرائيليين. التطبيع يؤدي إلى دمار القضية الفلسطينية وهو يؤدي إلى زيادة الاستيطان ويؤدي إلى تقوية كلمة إسرائيل ويعطيها القوة من المزيد من القوة لفعل الجرائم وارتكاب الجرائم في الشعب حق الشعب الفلسطيني. Depuis leur normalisation diplomatique, le Maroc et Israël s'activent à accélérer leur coopération, essentiellement militaire, sécuritaire, commerciale et touristique. Donc c'est vieux, ça s'est poursuivi puisque Hassan II avait des rues et des places, des avenues et même un timbre-poste en Israël. Donc en Israël, on savait très très bien que c'était un agent, un allié très précieux d'Israël. Et malheureusement, cette histoire se renforce avec Mohamed VI. Et je pense qu'il faut comprendre que si Mohamed VI
collabore à ce point avec Israël, ce qui est à l'encontre de toutes les convictions du peuple marocain, qui, comme tous les autres peuples arabes et musulmans, défilent régulièrement quand Israël agresse la Palestine et démontre sa solidarité. Ben voilà, on a un régime qui pense et agit exactement le contraire de sa population. C'est quand même la définition d'un régime qui n'est pas démocratique. Quel est le rapport justement de la population marocaine, Anna, avec le roi du Maroc, avec leur roi? Alors ils avaient plus peur du père. Ah bah oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'assez dictatorial. Le père était tyrannique. C'était absolument, c'était un tyran. Violent et même cruel. Voilà, et il faisait peur, c'est-à-dire qu'il y avait, il faisait régner sur ces sujets une espèce de terreur, ce qui n'est pas du tout le cas de Mohamed VI, qui n'inspire au fond ni respect véritable, ni crainte véritable. Donc ça donne moins de pouvoir, si vous voulez, moins de prise sur son peuple, clairement. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au président du Parlement marocain qu'il n'a pas le droit de recevoir ici le sioniste qui a commis des crimes de guerre, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre. Et là, on voit bien que Mohamed VI collabore avec Israël, aide Israël, risque de laisser Israël provoquer des conflits régionaux, avec les États-Unis bien entendu, tout ça dans cette stratégie de diviser la région et d'affaiblir ceux qui résistent aux États-Unis, à l'Europe, à Israël. Et je pense que si Mohamed VI fait ça, c'est parce qu'il sait que son régime, au fond, est faible. Vous savez, il y a énormément de prisonniers politiques, il y a énormément de journalistes qui sont en prison, il y a des pratiques de torture, on reçoit énormément de témoignages là-dessus. Et si ça se passe, c'est parce que le régime marocain est profondément injuste à l'intérieur. Vous avez un très grand appauvrissement de la population, qui touche particulièrement les femmes, et vous avez de l'autre côté des richesses très importantes, à commencer par celle du roi et de sa cour, bien entendu, qui s'approprient les richesses, je pense au phosphate, je pense à la pêche, je pense aux différentes richesses et au travail de tous les Marocains. Ça devrait être un pays prospère, ça devrait être un pays où la pauvreté est en élimination, mais pas du tout. Et donc, quand un régime a comme ça des raisons d'être détesté de sa population, il a besoin de parrains, de protecteurs étrangers, les États-Unis, la France, Israël, et il a besoin de faire diversion, il a besoin de boucs émissaires et de dire, voilà, si on a des problèmes, c'est à cause du Sahara occidental, c'est à cause de l'Algérie, c'est à cause des pays qui nous entourent, c'est pas notre faute, mais en réalité, ce sont des diversions qui veulent dresser en fait la population du Maroc contre de faux ennemis. شكون حقر الامير لقمان ولد اختي فارس دخل السيف دخل لا تجبد السيف ما كاين والو تدابج مع الريح. Vous allez aller en Algérie pour faire des démonstrations pour former. Vous dites que les Américains ne mettent plus les pieds parce que c'est trop dangereux, ils ont trop peur. Oui. En Afrique, en Algérie, vous faites ça, vous allez voir des jeunes et vous les aidez. On va ouvrir une salle de karaté pour les jeunes algériens parce que c'est des gens qui sont quand même courageux et qui aiment l'action. في الدنيا والآخرة يا ربي يا رب العالمين. عبد القادر Le premier avion israélien Israël a posé sur le sol marocain aujourd'hui. Un moment historique, un moment inoubliable. C'est un rêve qui se réalise pour des millions de Marocains. Merci, merci, merci. Et surtout, merci à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. On devrait faire un livre montrant toutes les interventions, les ingérences, les petits complots
auquel Israël participe dans l'ensemble de la planète, dans un rôle d'agent des États-Unis, en même temps avec toute une série d'initiatives pour ses propres intérêts. Donc, on devrait vraiment écrire là-dessus et documenter, que les gens se rendent compte que vraiment c'est une sorte de sous-impérialisme qui apporte vraiment des dangers partout où il intervient. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. Israel is in this nation's national interests. My friends, there will always be an Israel. We need you now more than ever. L'Amérique verse chaque année une aide de 3 milliards de dollars à Israël. Elle oppose son veto aux résolutions de l'ONU qui sont contraires à l'intérêt de l'État hébreu et lui assure un appui militaire et logistique permanent. Un tel soutien est notamment le fruit du travail de lobbying de l'EPAC. Pour les professeurs Walt et Mearsheimer, ce lobby a un moyen de pression très efficace sur tous les candidats aux élections américaines. L'EPAC rencontre tous les candidats et leur demande de signer un papier dans lequel ils prennent position sur le Moyen-Orient. Ensuite, les membres de l'EPAC donnent des indications au comité qui finance les campagnes électorales. Ils leur disent « ce candidat-là est de notre côté, cet autre par contre n'est pas sûr, donc donnez votre argent à celui-ci et pas à l'autre ». L'EPAC entretient aussi des relations étroites avec les membres du Congrès, une fois qu'ils sont élus. Sur les tables, des dépliants désignent le président iranien comme l'ennemi numéro 1 d'Israël et des États-Unis. Pour un événement régional, ce dîner attire tout de même 1600 supporters, avec de nombreuses personnalités, 5 ambassadeurs étrangers, des dizaines d'élus locaux et des membres du Congrès. La soirée se clôt par les hymnes américains et israéliens, repris en chœur par la salle. Ce lobby n'est pas le seul à encourager une politique musclée des États-Unis au Moyen-Orient. Les lobbies du pétrole et de l'armement poussent dans le même sens. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. C'est la misère. La misère noire avec les colons. Early on, when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Israel is our ally, and we will protect Israel. More importantly, though, we should be keeping our nuclear arsenal out of the hands of Iran, which is why I've called consistently for sanctions. The Zionist movement was something that I related to and connected to. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Il faut condamner sans ambiguïté les actes barbares qui ont été commis. Et il faut prendre du recul pour comprendre d'où vient cette barbarie. Est-ce qu'elle n'est pas le produit d'une humiliation extrême ? Je crois qu'il y a eu une dérive du côté israélien qui me paraît incontestable. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Ces personnalités n'auraient jamais dû faire partie du gouvernement israélien. Elles sont une violation des principes même du sionisme. Le monsieur là, il n'est pas communiste, hein. Il est à l'Institut Montaigne. C'est un think tank bien libéral qui roule pour Macron. Il est juif également et il dit la même chose que la gauche. On s'en fout de savoir quel est le gouvernement aujourd'hui qui dirige Israël. On est derrière Israël. Oui, vous avez bien entendu, on s'en fout que le gouvernement d'Israël soit d'extrême droite, nous dit le maire de Béziers, Robert Ménard, maire de Béziers d'extrême droite. Il n'y a peut-être pas de hasard. Ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Oui, nous sommes racistes.
Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. לא יוצאים מעזה, אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף, הילדים שלכם ימשיכו לחיות בבוץ ובניילון. כן, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקחת להם אדמה, לקחת להם את השטח ולהתיישב, כי רק ככה הם יבינו שניצחנו אותם. C'est la misère avec les colons. And I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. And racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people, these were human beings. I've since been plagued by guilt anytime I see an elderly man, like the one who couldn't walk, who we rolled onto a stretcher and told the Iraqi police to take him away. I feel guilt anytime I see a mother with her children, like the one who cried hysterically and screamed that we are worse than Saddam as we forced her from her home. I feel guilt anytime I see a young girl, like the one I grabbed by the arm and dragged into the street. We are told we are fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. Racism within the military has long been an important tool to justify the destruction and occupation of another country. It has long been used to justify the killing, subjugation, and torture of another people. Racism is a vital weapon employed by this government. It is a more important weapon than a rifle, a tank, a bomber, or a battleship. It is more destructive than an artillery shell, or a bunker buster, or a Tomahawk missile. While all those weapons are created and owned by this government, they are harmless without people willing to use them. Those who send us to war do not have to pull a trigger or lob a mortar round. They do not have to fight the war, they merely have to sell the war. They need a public who is willing to send their soldiers into harm's way. They need soldiers who are willing to kill and be killed without question. They can spend millions on a single bomb, but that bomb only becomes a weapon when the ranks of the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on earth, but there will only be a war if soldiers are willing to fight. And the ruling class, the billionaires who profit from human suffering, care only about expanding their wealth, controlling the world economy. Understand that their power lies only in their ability to convince us that war, oppression, and exploitation is in our interest. They understand that their wealth is dependent on their ability to convince the working class to die to control the market of another country. And convincing us to kill and die is based on their ability to make us think that we are somehow superior. Soldiers, sailors, Marines, airmen have nothing to gain from this occupation. The vast majority of people living in the U.S. have nothing to gain from this occupation. In fact, not only do we have nothing to gain, but we suffer more because of it. We lose limbs, endure trauma, and give our lives. Our families have to watch flag-draped coffins lowered into the earth. Millions in this country without health care, jobs, or access to education must watch this government squander over $450 million a day on this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. And without racism, soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war.
threw families onto the street in Iraq, only to come home and find families thrown onto the street in this country, in this tragic and unnecessary foreclosure crisis. We need to wake up and realize that our real enemies are not in some distant land. They're not people whose names we don't know and cultures we don't understand. The enemy is people we know very well and people we can identify. The enemy is a system that wages war when it's profitable. The enemy is the CEOs who lay us off from our jobs when it's profitable. It's the insurance companies who deny us health care when it's profitable. It's the banks who take away our homes when it's profitable. Our enemy is not 5,000 miles away. They are right here at home. If we organize and fight with our sisters and brothers, we can stop this war, we can stop this government, and we can create a better world. Our enemy is hate. Our enemy is racism. Our enemy is colonization. Our enemy is greed. That's right. And our enemy is silence. The silence of those who look away when you see crushed children, starving babies, wailing mothers, fathers digging through the rubble to try to find their families. This is unacceptable. Now, disrupting the narrative of the powerful, fighting for justice can be lonely work. It can be exhausting, but nothing compared to what is happening in Gaza, in Rafah, for the Palestinian people that have been going through this for 75 years. That's right. Speaking inconvenient truths can lose you your livelihood. It can lose you friends. It may lose you family. But I want you to look out now at this sea of umbrellas and people here, because we are your family. You are not alone. As he said, there are hundreds more across Manhattan, hundreds of thousands across the United States, millions globally who are standing for Palestine, for justice, for a ceasefire. Millions of people who will keep showing up, who will keep organizing, who will keep speaking out, who will be loud. And we must embrace each other and thank each other and encourage other people to be brave and come out for what will ultimately be proven to be on the right side of history. No one is free until all of us are free. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! En face des avions israéliens, il n'y a pas d'avions. En face des tanks israéliens, il n'y a pas de tanks. Et en face de leurs bombes, il n'y a pas de bombes. Il y a quelques pauvres roquettes qui sont tirées. Et donc, c'est pas une guerre, c'est le massacre d'une population. C'est insupportable. C'est un génocide en temps réel. Première revendication, bien évidemment, le cessez-le-feu. Israël est un État qui n'applique pas le droit international, qui n'applique pas les décisions de l'ONU depuis 75 ans, parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ils ont quand même déplacé 700 000 personnes qui, pour pas mal d'entre eux, sont à Gaza. Et donc, ils veulent chasser ces gens-là, mais ces gens-là sont chez eux. This is pure anti-Semitism. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Klug. Oui.